Et pour cette première conférence, je pense que les propos introductifs ont été très riches d'enseignements et on s'aperçoit que finalement on est dans une logique, comme le disait l'animateur, d'amélioration continue puisque plein de choses se font. On a tiré plein d'enseignements de l'expérience de Lubrizol et on voit bien que au fur et à mesure que le temps passe, les choses évoluent. Mais si on observe un petit peu les choses de près, on peut avoir le sentiment que c'est une approche très technique. On a évoqué effectivement tout ce qui va relever du dialogue avec les habitants. On parlera, nous, cet après-midi, de la gestion de crise, mais parlons du dialogue avec les habitants, me semble-t-il, sont traités comme une entité un petit peu abstraite. Et ça va être, si vous voulez bien, le thème de notre première conférence, l'humain face à la crise, une réalité oubliée. Alors, je suis très heureux de vous accueillir. Bonjour, Karine Weiss. Vous êtes professeur en psychologie sociale et environnementale à l'université de Nîmes. Alors, finalement, on s'aperçoit que c'est quoi la réalité telle qu'elle est perçue, telle qu'elle est vécue? J'aimerais bien effectivement qu'on puisse mettre en lumière cette complexité, cette dimension-là, parce que finalement, les outils sont intéressants, on a entendu qu'ils étaient là, qu'ils peuvent être performants, mais il manque un truc. Mais peut-être avant, j'ai été un petit peu intrigué par la psychologie environnementale. Vous nous en dites quelques mots? Bonjour. Oui, je vais vous en dire quelques mots pour me présenter d'abord et pour présenter cette discipline un peu bizarre parce qu'effectivement, mettre le mot psychologie et le mot environnement côte à côte, c'est un peu étonnant. Alors, le diaporama, il va falloir retourner en arrière parce que c'était la dernière diapo qu'on avait sous les yeux. Donc voilà, vous êtes spoilés. Voilà. Donc, pour essayer d'expliquer l'approche de la psychologie environnementale, tout d'abord, je voulais placer le décor sur comment aborde la psychologie de façon plus classique la question des risques et la question des crises. Il y a deux grandes approches. Une approche clinique qui va s'intéresser plutôt aux conséquences psychologiques d'une catastrophe individuelle, donc les syndromes de stress post-traumatique, les problèmes de reconstruction suite à une catastrophe, la notion de résilience qui est beaucoup abordée dans cette approche clinique, même si elle l'est aussi par ailleurs dans d'autres domaines. Et puis une approche psychosociale sur laquelle on va s'appuyer, qui travaille plutôt sur la perception des risques, les représentations sociales, ce que l'on appelle généralement la culture du risque, on en parlera plus tard dans la journée. Et nous, en psychologie environnementale, alors qu'est-ce que c'est? J'ai l'habitude de présenter ça avec mes étudiants grâce aux Simpsons en disant la psychologie pour le commun des mortels, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Homère? Donc du sommeil, des donuts, etc. Et donc en gros, quand on parle de psychologie, quand on dit qu'on est psychologue, ça fait un peu peur parce que les gens craignent qu'on regarde un peu ce qu'il y a dans leur tête, alors qu'on n'est pas des sorciers quand même. Et en psychologie environnementale, mais on va s'intéresser à Homère, mais avec sa famille, avec ses proches, puisque la présence des autres a une importance sur nos comportements, va influencer nos façons de penser, nos façons de faire, mais aussi notre environnement va influencer ce que nous faisons, ce que nous pensons. Et par rapport au risque, c'est extrêmement important, puisque vivre dans un environnement où le risque est présent, eh bien, ça va avoir un impact sur nos façons de nous préparer à ce risque éventuellement, à nos façons d'accepter ce risque, de le comprendre et d'accepter aussi ses conséquences. Donc en psychologie environnementale, on va plutôt parler de risques perçus, c'est-à-dire qu'on va essayer de prendre en compte cette subjectivité de l'individu et des groupes face à ces risques. Donc c'est cette approche-là qui va nous intéresser. Et donc on a l'habitude de parler du risque. Les risques majeurs sont définis en général comme le croisement d'un aléa avec des enjeux. Et quand on a dit ça, on a un peu oublié l'individu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de se dire l'aléa, qu'est-ce que c'est pour l'individu? C'est la probabilité d'occurrence d'un danger. Quelle chance ça a d'arriver ou pas? Et puis, quelles vont être les gravités de ces conséquences, telles que moi je les perçois par rapport à mes propres enjeux? Et puis, par rapport à ça, est-ce que j'accepte ces conséquences ou pas? Et sur quoi vont se baser ces trois éléments? Ce qui est important, en fait, c'est aussi que c'est une construction mentale. Hein. Ça, je crois que c'est important d'y Oui, oui. revenir. Et c'est en ce sens-là, peut-être, ça ne peut pas se réduire. Enfin, les outils sont intéressants, mais pas suffisants. C'est ça. Et effectivement, comme partout finalement, les outils, si on ne regarde pas comment ils vont être utilisés, eh bien on se plante, j'ai envie de dire, on va être à côté de la plaque parce que les personnes ne sauront pas comment utiliser ces outils et donc ne vont pas les utiliser tout simplement parfois. Et donc c'est par rapport à ces questions-là que l'on va essayer de mieux comprendre. D'abord, est-ce que les outils
est-ce qu'ils sont connus? C'est la première chose, parce que la plupart du temps, on se rend compte qu'ils ne sont même pas connus. Donc, comment peut-on utiliser des outils si on ne les connaît pas? Et ensuite, quand ils sont connus, est-ce qu'ils sont compris? Il y avait un élément qui me semblait intéressant, c'est que parfois, on a une représentation du risque qui peut d'ailleurs être très fictionnelle. On pourrait se poser la question du rôle de la fiction sur ces sujets-là, mais il y a peut-être une autre dimension aussi, je crois que c'est vous qui me le disiez. Il y a des risques, en fait, on ne peut les percevoir que quand ils sont avérés, en fait. Oui, c'est vrai. Et parce que quand on parle, tout à l'heure, l'intervenant précédent a parlé de la pandémie, on n'a jamais pensé que ça pouvait exister. Du coup, ce n'était pas du tout dans l'esprit des Français, même si peut-être la grippe espagnole était quelque part dans notre esprit. Mais ces risques-là, effectivement, ils ne prennent de réalité sociale, finalement, leur réalité sociale, que quand ils sont avérés. On parle beaucoup des risques émergents. Nous, dans le laboratoire dans lequel je travaille, on réfléchit beaucoup à cette question des risques émergents. Qu'est-ce que c'est qu'un risque émergent? À quel moment est-ce qu'on parle vraiment du risque? À quel moment ça émerge en tant que risque? Des formes de pollution, par exemple, ça va être le cas pour certaines formes de pollution de l'eau, de pollution de l'air. Voilà. Est-ce que, on parle beaucoup de l'expérience de Lubrizol. J'imagine que c'est un sujet que vous avez dû regarder de très près. On a entendu tout à l'heure, évoqué par les intervenants précédents, une très forte maîtrise, finalement, une très très forte maîtrise technique, et en même temps un sentiment de panique, finalement, de la population. C'est-à-dire que, est-ce que ça veut dire que parfois la perception du risque échappe à la logique des choses? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça ne correspond pas à une situation objective. J'ai envie de dire que ça ne correspond jamais à une situation objective. Parce que le risque tel qu'il est perçu va intégrer, déjà dans la notion de risque, il y a la notion d'incertitude. Ça fait partie du risque. S'il n'y a pas d'incertitude, si on est sûr qu'à 100% une situation va se produire, c'est plus du risque. Et si on est sûr qu'à 0%, qu'elle a 0% de chance de se produire, ce n'est pas du risque non plus. Donc il y a forcément une forme d'incertitude. Et donc autour de cette incertitude va se créer une forme de représentation du risque. C'est pour ça qu'on va travailler sur cette notion de perception ou de représentation du risque. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'objectivité par rapport à cette notion de risque. Finalement, c'est vécu par chacun de manière différente. J'en profite peut-être pour vous dire que n'hésitez pas, l'animateur précédent vous l'a dit, si vous avez des commentaires à faire, des questions à nous poser, on est là, elles vont être modérées un petit peu. Nous les recevrons, il vous l'a dit, on ne les prendra peut-être pas toutes, mais effectivement, on est à l'aube d'un processus qui va durer plusieurs années, et vos contributions, si elles ne sont pas utilisées ou prises en compte aujourd'hui, le seront certainement demain. Alors, ça nous amène à une autre question. On viendra tout de suite après, si vous voulez bien, à cette notion de comment on peut mieux travailler ce sujet-là. J'ai entendu un propos qui est intéressant, mais vous allez peut-être l'éclairer. C'est quoi la culture du risque? Alors, ça, c'est une excellente question. On est en train de travailler là-dessus avec une équipe, avec Marilyn Simonet qui va intervenir plus tard dans la matinée, donc elle vous en reparlera probablement. Ce terme-là, on l'a interrogé justement. Ça fait longtemps que dans certains pays, on va plutôt parler de culture de la sécurité ou de culture de la catastrophe. Peut-être que la meilleure façon de comprendre ce qu'il y a derrière ça, c'est la notion de conscience du risque. Et donc, c'est un peu, pour moi, c'est peut-être cette façon-là de l'aborder qui va être la plus intéressante. C'est de se dire finalement, est-ce qu'on a conscience des risques qui sont présents sur le territoire dans lequel on se trouve? Parce qu'il y a une notion aussi, c'est pour ça que l'approche de la psychologie environnementale est intéressante. Il y a une notion de territoire, puisqu'il y a des territoires qui sont des zones inondables, on a des risques sismiques sur certaines zones, voilà, le risque nucléaire si on est à proximité d'une centrale nucléaire. Donc à ce moment-là, comment est-ce qu'on prend conscience de ce risque-là et comment est-ce qu'on prend conscience de la nécessité de s'en protéger et de la capacité que chaque individu peut avoir de se protéger et quels sont les comportements à mettre en œuvre. Ça, il y a tout un travail à faire avec les habitants. Alors, juste peut-être avant d'y venir, j'ai déjà une question qui est tout à fait intéressante qui nous est posée par Sophie Beauquier. Bonjour madame, si vous nous suivez. Est-ce que la mobilisation, dit-elle, du concept de résilience ne conduit pas, dans certains cas, à une banalisation des accidents, dans le sens où, considérant que les habitants riverains seront résilients, presque par nature, on pourrait se dire, ça minimise l'impact de la perception du risque. Ouais, je suis assez d'accord avec cette remarque. Alors, vous pouvez nous l'éclairer un petit peu, parce que j'ai l'impression que c'est un discours professionnel. Assez rapidement, parce que c'est vrai que cette notion de résilience, comme
C'est vrai que en sciences sociales, il y a souvent des termes un peu à la mode, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est vrai que depuis quelques années, on parle de résilience pour tout. Je l'ai évoqué tout à l'heure par rapport à l'approche de la psychologie clinique, parce que c'est peut-être le seul domaine dans lequel c'est vraiment clairement défini, avec l'idée de travailler sur quels sont les facteurs qui peuvent permettre une meilleure reconstruction de l'individu pour revenir sur un état qui lui permet de faire face à nouveau à son cadre de vie et à une situation qu'il a vécue et qui a pu être traumatisante. Dans beaucoup de cas, la résilience, elle va être. On va parler de résilience des bâtiments, de résilience des communautés. On parle de résilience de beaucoup de choses. Et finalement, la remarque qui vient d'être faite, elle est très juste parce que c'est un peu comme une injonction à être résilient. Donc c'est Magali Riguezza qui parlait de ça, et je trouvais que c'était une façon très intelligente de le dire. Il y a la bonne victime, c'est la victime résiliente, et les autres alors, en fait. Vous voyez, c'est un peu cette idée de il faut être résilient, soyez résilient, et si vous ne l'êtes pas, c'est que vous n'êtes pas bon ou pas assez adaptable. Qu'est-ce que ça veut dire alors Et puis on n'est peut-être pas résilient par nature. Non, et puis c'est peut-être un apprentissage aussi. On ne l'est pas par nature, on ne l'est pas tout le temps, dans toutes les situations. Et c'est vrai que c'est un peu... Moi, je trouve ça très difficile, en fait, d'aborder ce concept-là, parce que il y a un peu ce côté-là d'injonction. Ouais, il y a presque une idée que le risque n'est jamais banal, en fait. Oui. C'est ça qui est relativement important. Alors, on va peut-être effectivement un petit peu avancer. Je suis persuadé qu'on va avoir d'autres questions. Face à ça, alors, finalement, est-ce qu'il y a un certain nombre de principes, de règles qu'il serait intéressant de respecter? Parce qu'il y a la dimension de la compréhension, mais il y a aussi la dimension de l'action. Et je pense que par rapport aux gens qui sont eux-mêmes des professionnels de ces sujets-là, vous pouvez peut-être nous apporter un éclairage presque un peu comportemental, et puis sur la manière aussi peut-être de formaliser les choses. Alors, il n'y a pas une bonne réponse à ça, parce que on le saurait, hein, j'ai envie de dire ça. C'est parce que c'est complexe, effectivement, mais il y a un point de vue à prendre en compte, c'est-à-dire de se dire, comme on l'a dit en tout début de cette intervention, ok, on a des outils, certains ne sont pas si mauvais que ça, mais mettons-les à la disposition du public et faisons en sorte que ces outils soient compris et soient appropriés par le public. Donc, je peux peut-être avancer dans la présentation, parce qu'on a dit beaucoup de choses et que finalement, voilà, j'avais envie d'avancer sur cette deuxième partie, puisqu'on a un peu abordé les autres thèmes en vrac, on va dire. Et donc, sur les outils, par exemple, j'avais mis sur cette diapo les outils, on va dire, réglementaires, les 10 crimes, les repères de crue, l'information acquéreur locataire, les cartes de vigilance. Tout ça, ce sont des choses qui existent, qui sont mises en œuvre. Puis il y a d'autres dispositifs spécifiques selon les territoires. Alors, si on reprend que les deux premiers, parce que je ne vais pas tous les reprendre, le 10 crimes, qu'est-ce que c'est? J'interroge tous les ans mes étudiants qui sont en master de psychologie environnementale. On a un gros module sur les risques. Personne ne sait ce que c'est. Est-ce que c'est normal que ce dispositif qui existe dans pratiquement toutes les communes, personne ne sache ce que c'est? Donc, ça veut dire qu'on ne comprend pas, que ça n'existe pas, en fait, dans la réalité sociale. Donc, ce 10 crimes, finalement, pour moi, c'est un peu un exemple de l'erreur à ne pas faire. C'est de se dire, on a mis en place ça, les mairies ont travaillé, ont réfléchi, ont mis des moyens. Et d'abord, c'est pas connu. Comment est-ce qu'on le diffuse? Ça, c'est une autre question. Parce que s'il faut aller en mairie chercher ce document pour en prendre connaissance, ça veut dire qu'il faut savoir qu'il existe, puisqu'il faut que j'aille le chercher. Et il faut en plus que j'aille faire la démarche de le chercher. En fait, ça ne marche pas. Ça ne peut pas fonctionner. On n'a pas pris en compte ici, clairement, le citoyen en disant il faut qu'on l'informe. C'est aux autorités à aller vers le citoyen pour l'informer. Et ensuite, peut-être que le citoyen pourra faire la démarche inverse parce qu'il sait que ça existe, parce qu'il sait qu'il y a des choses qui se font, etc. Donc, c'est un outil qui n'est pas inintéressant, qui est souvent pas mal fait, mais qui n'a aucune efficacité. Et donc, parce qu'il n'est pas, comment dirais-je, intégré ou pris en compte par... Donc la réponse, c'est quoi? Parce que vous posez la question que j'appellerais moi l'information portable ou l'information quérable. Une des suggestions que vous faites, c'est allons-nous vers les citoyens, c'est ça? Allons vers les citoyens pour mieux les comprendre et pour mieux tenir compte de leur propre façon de faire, de s'approprier les outils, etc. Il faut comprendre aussi comment on peut faire pour que les citoyens s'approprient ces outils. Et c'est là que c'est pas facile et c'est là qu'il n'y a pas une seule réponse.
parce que sinon, voilà, encore une fois, on le saurait. Mais en tout cas, ça vaut le coup, en fonction aussi des territoires, des risques qui sont présents, d'aller vers ces citoyens et d'aller mettre en œuvre des actions qui sont adaptées à la situation. Ça se fait déjà dans certaines régions, dans certaines villes. Il y a des choses qui sont relativement efficaces. J'avais mis pour la suite un petit exemple d'action citoyenne. Alors, une autre question que j'avais posée, c'était par rapport aux repères de crues. C'est pareil, quand j'interroge mes étudiants chaque année, ah bon, qu'est-ce que c'est un repère de crues? Ils n'en ont jamais vu. Alors qu'à Nîmes, à l'université de Nîmes, oui, il y en a quasiment toutes les 3 rues. Mais, et voilà un exemple de quelque chose d'assez, que je trouve intéressant. C'est-à-dire, au lieu de mettre juste le macaron avec les plus hautes eaux connues, ou la date, etc., ici, on explique à quoi ça sert. Pourquoi est-ce qu'on met ces repères de crues? Donc, ce panneau a été posé sur une promenade familiale, voilà, sur le bord du Gardon. Et ça permet d'expliquer qu'il y a des crues rapides, que c'est monté jusque-là, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi est-ce qu'il y a ces repères de crues. Bon, ça demande peut-être plus de temps pour en prendre connaissance, mais c'est fait sur un parcours qui est un parcours sportif, où il y a d'autres panneaux pour que les gens utilisent les appareillages, etc. Et donc, ça attire l'attention, et je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, un exemple d'aller plus vers le citoyen de façon relativement simple, finalement, et d'apporter des réponses plus lisibles. D'accord, donc, et ça pourrait se faire. Bon, là, on est effectivement, c'est assez ludique finalement, on va se balader au bord de l'eau, mais est-ce qu'on peut le faire autour, je sais pas quoi, d'une centrale nucléaire, ou comment on pourrait le faire, vous voyez, est-ce que vous avez travaillé cette question-là? Alors, sur le nucléaire, j'ai jamais travaillé directement là-dessus, mais l'idée, c'est de travailler avec les communes qui sont concernées, de travailler avec les habitants pour comprendre qu'est-ce qui serait efficace pour eux, pour ces habitants-là, dans cette commune-là, par rapport à ce risque-là. Est-ce que, par exemple, on peut imaginer, parce qu'on entendait ce matin cette idée de dire il faut qu'on rende finalement un peu le citoyen acteur, qu'il devienne participant. Est-ce que ce serait une bonne idée? Est-ce que ça vaut le coup de prendre du temps, d'élaborer peut-être le langage avec eux, non? Oui, alors c'est ce qu'a fait une de mes collègues. Alors attendez, je vais mettre directement son travail ici. Voilà, Béatrice Gisclard, qui lors de sa thèse de doctorat, a travaillé sur la notion d'innovation sociale, puisqu'elle a la caractéristique d'être à la fois, d'avoir un diplôme de psychologie environnementale, et elle est designer. Et donc, elle a mis en place dans son travail, après avoir fait tout un travail d'enquête, de recueil de données pour comprendre justement cette notion de perception du risque, de représentation du territoire, etc., elle a mis en place des ateliers avec les veilleurs de crues sur un territoire bien connu par les habitants. Donc ça, l'exemple qui est ici sur la diapo, c'est sur la ville de Sauve. Et l'idée, c'était de faire une forme de jeu avec les habitants. Donc, elle a proposé plusieurs scénarios. Les habitants, par groupe, choisissaient le scénario sur lequel ils avaient envie de travailler. Donc, le plus fréquent qui a été choisi, c'était rupture de barrage. Et ensuite, par rapport à ça, donc, on voit ici sur la photo, ils devaient placer quelles sont les zones qui seraient inondées si ce scénario devait arriver, quelles sont les zones où on peut se mettre à l'abri, comment est-ce qu'on aimerait être informé, voilà. Donc, effectivement, une co-construction avec les acteurs de la société civile, et qui permet donc de comprendre quels sont les éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour mieux communiquer, pour mieux prendre conscience de certains types de risques, pour mieux prendre en compte leur capacité d'agir. Eux, comment est-ce qu'ils se voient capables d'agir ou pas? Ça, c'est hyper important, parce qu'on peut demander, par exemple, aux personnes de ne pas aller chercher leurs enfants à l'école. C'est ce qui se fait dans les zones inondables. Quand on vous dit, n'allez pas chercher vos enfants à l'école s'il y a une alerte inondation. Mais la première chose que fait une maman, c'est d'aller chercher son petit trésor à l'école. On ne va pas le laisser ailleurs dans les mains d'autres personnes qui ne vont pas savoir en prendre soin autant que la maman qui est responsable de son enfant. Donc ça, c'est quelque chose aussi à travailler. Est-ce que ce discours est entendable? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Par exemple, on disait aussi à un moment donné, n'appelez pas. Ne saturez pas les lignes, n'appelez pas. Maintenant, on peut dire n'appelez pas, envoyez plutôt des SMS ou des messages sur les réseaux sociaux, parce que ça va moins saturer. Donc, ne faites pas ça, mais faites plutôt ça. C'est à ça qu'il faut travailler aussi. C'est intéressant parce que là, dans ce que vous évoquez, il y a à la fois un travail finalement d'information, de compréhension et sans doute quelque part de dédramatisation ou au moins d'éclairage
de la situation, mais il y a un deuxième niveau de message que je trouve très intéressant dans ce que vous évoquez, c'est aussi comprendre les consignes qu'on nous donne. Oui, tout à fait. C'est ça dont vous parlez. Ah, complètement. Complètement, il faut que les consignes elles soient très claires, qu'elles ne soient pas ambiguës, ce qui est souvent le cas. Parce que si la consigne est ambiguë, eh bien, il peut y avoir une incompréhension, c'est-à-dire je ne sais pas exactement ce que je dois faire et comment je vais le faire. Et donc les consignes elles doivent être très claires pour qu'il n'y ait pas, par exemple, de saturation des réseaux, comme je l'évoquais, qu'il y ait des comportements qui soient ceux attendus et pour qu'on puisse guider les personnes par rapport à ces comportements. On parle souvent, ça aussi c'est un peu gênant, je trouve, des bons comportements à adopter. Qu'est-ce que c'est un bon comportement et qu'est-ce que c'est un mauvais comportement? C'est aussi une question qu'on peut se poser. C'est vrai que le vocabulaire aussi a Oui, son oui. importance. Alors, puisque vous parlez de vocabulaire, on a une question dont on entend parler qui nous vient d'Alexandre Lyon. Merci, monsieur. On parle de risque, mais quelle appréhension du ratio bénéfice-risque qui devrait être un critère déterminant pour l'acceptation sociétale et qui semble omis? Peut-être parce qu'on accepte le risque, mais uniquement chez les autres. Qu'est-ce que vous pensez de cette... Alors c'est vrai qu'il y a une approche aussi que je n'ai pas trop évoquée, parce qu'on n'a pas un temps non plus infini, c'est l'approche cognitive du risque, et ça fait un peu référence à cette notion-là. On a longtemps considéré le risque comme quelque chose la perception du risque comme quelque chose de rationnel, et justement comme si chaque individu faisait une balance bénéfice-risque, voilà, avantage, inconvénient, et comme si on était des calculateurs rationnels. Et finalement, on se rend compte que, oui, quand je parlais tout à l'heure de l'acceptabilité des conséquences, est-ce que j'accepte ces conséquences ou pas? Ça fait partie de cette notion de prise en compte des bénéfices. Quel est le coût, par exemple, de faire des travaux dans ma maison pour la protéger du risque d'inondation? Voilà. Quel est le coût par rapport aux bénéfices si jamais je suis inondée? Et là, on va faire ce calcul, en fait. Mais ça fait partie que c'est une petite partie seulement de cette perception du risque, finalement. Et c'est vrai que dans l'approche cognitive de la perception des risques, on va être beaucoup sur cette notion bénéfice-risque, bénéfice-conséquence plutôt. Mais est-ce que ça veut dire qu'à travers l'exercice, peut-être, enfin l'exemple que vous nous donnez, c'est une question qu'on a intérêt aussi ou qu'on peut aborder, en fait, cette dimension-là, oui. c'est-à-dire de ne pas la poser bien comme telle, finalement? Oui, bien sûr, il faut l'aborder aussi, parce que ça fait partie des choix que l'on va mettre en œuvre. Et j'avais mis une autre... alors du coup, je viens sur ce diaporama. Je vous désorganise un petit peu. C'est très bien. Ah, pardon. Voilà, c'était cette image. Oui, voilà. Je l'ai trouvé très intéressante. Et ça vient un peu répondre aussi à cette question. Il faudra se poser la question, la catastrophe, est-ce que c'est la pluie qui tombe ou le parking souterrain dans lequel on se noie? Et là, j'aime beaucoup cette illustration parce qu'à l'époque, donc ça fait référence aux inondations de 2015 dans les Alpes-Maritimes, il y avait eu beaucoup dans les médias, on a beaucoup entendu parler de ces gens idiots, entre guillemets, qui sont allés chercher leur voiture dans le parking. Mais non, encore une fois, c'est pas si simple, parce que là aussi, il y a peut-être ce calcul bénéfice, je vais sauver ma voiture, mais s'ils avaient compris ce qu'était une crue rapide, ils n'y seraient pas allés. Donc là, la question du bénéfice et de la prise de risque, elle est aussi liée à la compréhension de ce qu'est une crue rapide, combien de temps ça va mettre, et donc finalement, personne ne va faire le choix de la voiture ou la vie. C'est pas ça, en fait, le choix qui est fait ici, c'est la compréhension de ce qu'est une crue rapide, et le fait de savoir que je me mets en danger en allant chercher ma voiture. C'est intéressant parce que ça me renvoie à une autre question, hein, puisqu'on donne la priorité aux questions. C'est Caroline Paulès qui nous la pose. Pour que le citoyen développe sa conscience du risque, donc c'est quelque chose qu'on a évoqué, finalement on va dire il y a tout ce travail qu'on va faire ensemble, ça ne se fait pas seul, on va le faire, c'est un conseil qu'on peut donner aux communes, le faire avec les citoyens. Caroline Paulès nous dit il faut qu'il y trouve un intérêt, une forme de curiosité, comme s'il y a quelque chose je ne sais pas si c'est à gagner, mais au moins à comprendre. Mais dit-elle, à part la peur, qu'est-ce qui peut bien susciter cet intérêt? C'est vrai que finalement, c'est un réflexe de peur au départ. Oui, ça fait partie justement des choses qui sont difficiles, et des choses sur lesquelles on n'a pas forcément une réponse unique. Mais il y a certains acteurs qui travaillent là-dessus pour essayer justement d'aborder. Il y a par exemple des chercheurs qui ont travaillé avec des jeux sérieux, ce qu'on appelle des serious games ou jeux sérieux, pour justement amener avec des pièces de théâtre, avec des éléments de culture, à parler du risque pour le faire de façon moins
moins centré sur la peur justement, et voilà, faire prendre conscience de ça. Un travail aussi qu'on avait fait, donc je parlais de ça tout à l'heure avec votre collègue Delphine Fabre, en 2005, donc ça a déjà 15 ans, on avait travaillé sur la question du risque inondation dans la région d'Orléans, et on s'était rendu compte, en allant interroger la population, que beaucoup de personnes avaient ils allaient chercher des archives en disant ah, j'ai des photos de l'inondation de machin, j'ai des articles de journaux, ils étaient tout contents de nous montrer ça, d'avoir un peu ce patrimoine, cette mémoire qui était présente. Et finalement, on s'est rendu compte que des personnes un peu âgées qui avaient vécu des inondations que les personnes nouvellement arrivées ne connaissaient pas, avaient envie de partager cette connaissance. Et que ça, on n'en fait rien. Et aujourd'hui encore, ça a 15 ans cette étude, on a fait un rapport, on a mis ça dans nos propositions. Personne n'en a jamais rien fait. C'est intéressant, vous dites finalement s'appuyer aussi sur l'expérience. On parle souvent de l'expertise d'usage, c'est-à-dire le citoyen, c'est quelqu'un qui sait, c'est pas quelqu'un qui est totalement ignorant, c'est ça que vous dites. C'est ça, complètement. Qui sait ou qui peut savoir, certains savent plus que d'autres, et donc et quand ils ont cette impression de savoir plus que les autres, ils ont aussi envie de le partager. Et ça, c'est intéressant. Alors, j'ai une autre question à Muriel Laurent, qui est la maire de Fézin, que je connais bien. Pose cette question qui est tout à fait intéressante. Est-ce que la méconnaissance des outils n'est pas révélatrice, dit-elle, d'un refus inconscient? C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'aller vers les outils, parce que les outils vont peut-être me faire prendre conscience, si je comprends bien, de quelque chose. Elle confirme ce que vous évoquez. Une importante pédagogie doit être faite autour des outils. L'abondance, alors voilà, ça c'est aussi un autre sujet important, vous allez peut-être nous en parler. L'abondance d'informations aussi reste une difficulté pour que les habitants retiennent l'information. Est-ce qu'effectivement, on n'est pas, vous savez, vous connaissez la formule, trop d'informations tue l'information, est-ce qu'on n'est pas finalement dans une... Et est-ce que peut-être les professionnels, à vouloir tellement convaincre, ne sont pas dans une espèce de prolifération de l'information? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on a fait ce constat au sujet de l'alerte, parce qu'on travaille en ce moment avec une équipe, avec l'Université d'Avignon notamment, sur la question de l'alerte et de l'amélioration de l'alerte. Et effectivement, certains auteurs ont parlé de la cacophonie de l'information par rapport à ça, parce qu'il existe, certaines mairies ont mis en place des outils d'alerte, il existe plein de choses, des applis smartphones qui ont été développées par des sociétés privées, etc. Et effectivement, qui a envie d'installer sur son smartphone une appli qui va donner l'alerte pour dire qu'il y a un attentat, une inondation ou je ne sais quoi. En fait, oui, ça c'est pas un réflexe naturel. C'est pas un réflexe naturel, et qu'est-ce qui va nous donner envie de faire ça? Finalement, personne ne va le faire. Donc, comment on fait, comment on gère ça rejoint un peu cette idée de comment aller comment faire en sorte que les outils soient connus, compris, etc. Donc oui, il faut avoir de la pédagogie, il faut trouver des moyens d'amener les personnes à comprendre que ça peut être intéressant aussi. C'est ça. Finalement, plus on avance, plus j'entends, il ne s'agit pas de mettre cette information à disposition. Est-ce que j'ai dit il faut l'accompagner? C'est quelque chose... Ouais. C'est ça, on ne va pas balancer comme ça, parce que finalement, on retombe dans les mêmes travers. Mais on va aussi, c'est aussi une forme ascendante, c'est-à-dire on part aussi des personnes, de la population, comprendre sur quoi on peut s'appuyer, à quoi ils sont sensibles pour pouvoir interagir avec eux. Et c'est une forme d'interaction qu'il faut privilégier. C'est peut-être aussi considérer que finalement, peu importe ce qu'ils pensent, ils le pensent et on part de ça. C'est ça que j'entends. Et oui. C'est ça qui est important. Alors que c'est peut-être aussi un réflexe de professionnel qui se dit, moi, je comprends, je connais l'information et je suis capable de la délivrer. Ce qui est vrai, mais qui n'atteint pas forcément sa cible. C'est ça, exactement. Parce que si on ne tient pas compte de ce que pensent et de ce que comprennent les personnes auxquelles on s'adresse, c'est un peu comme si on les considérait comme des idiots, encore une fois, alors que ce n'est pas le cas. Enfin, voilà, en tout cas... Au moins des incapables techniques, quoi, au lieu d'être des incapables juridiques. Quoi, voilà. C'est ça. Mais ils ont d'autres compétences. Chacun va avoir une façon de comprendre des choses. Les gens ne sont pas forcément incapables de comprendre. Et donc, il faut savoir sur quoi on peut s'appuyer pour les rendre capables et les accompagner là-dedans. Ouais. Alors, Xavier Lemercier nous dit bonjour. C'est peut-être une question, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sous de faux prétextes, nous dit-il, de nombreux maires répugnent à imposer un affichage permanent pourtant obligatoire. L'avantage de ce dispositif, c'est qu'il peut aussi informer toutes les personnes en transit. Parce qu'effectivement, il y avait aussi une réflexion, on l'entendait un peu ce matin, dans cette prolifération de l'information, elle est souvent à destination de la commune, mais il y a énormément de gens qui ne sont pas dans la commune et qui bossent ailleurs, quoi.
Oui, et puis il y a les touristes, voilà, il y a les personnes en transit. On s'intéresse beaucoup aux populations qui sont vraiment là à titre provisoire. Nous, dans le sud de la France, avec les inondations, on s'intéresse beaucoup aussi à cette population-là. Donc oui, il faut trouver aussi les moyens. C'est une autre question encore, parce qu'il peut y avoir la question de la langue, il peut y avoir... voilà, c'est important de l'avoir. Ouais. Et dans la question, il y a aussi quelque chose d'un travail, c'est bien de faire un travail avec les citoyens, mais c'est aussi bien de faire un travail avec les maires, au fait, Oui, ça c'est primordial. Ouais, Il faut commencer par là même, je dirais. Ah oui, c'est vrai. Oui. D'accord, ok. Oui, parce qu'eux peuvent après... C'est eux le meilleur relais pour aller vers les citoyens. Donc voilà. Mais les maires eux-mêmes ne peuvent pas travailler s'ils ne connaissent pas leurs administrés. D'accord. Il y a une complexité à gérer de ce point de vue-là. Ouais. Alors, on a une autre question d'Élise Laperdrie qui nous dit « Bonjour, bonjour Élise. J'habite une communauté de communes aux usines Céveso et associations dynamiques pour faire connaître les risques. Cette semaine, c'était la semaine de la sécurité et une réunion publique a eu lieu via YouTube. Seulement quelques dizaines de participants. On a l'impression que les gens sont concernés quand il y a un problème et s'en désintéressent en dehors des périodes d'incidents. » Alors, c'est vrai, mais est-ce que c'est grave ? Grave, je ne sais pas, mais oui, c'est vrai. C'est préoccupant. C'est préoccupant. Et de toute façon, ce n'est pas que les populations, même le gouvernement fonctionne comme ça. Enfin, je veux dire, on n'a jamais autant parlé du risque technologique que autour de la catastrophe de Lubrizol. Donc on a toujours avancé comme ça, c'est-à-dire que finalement on avance quand il y a une catastrophe, on va déployer des moyens pour réfléchir autour de ça. Et pareil sur la question de l'alerte, on le voit également, donc, et pas qu'en France d'ailleurs, hein, dans d'autres pays c'est un peu la même façon de fonctionner. Donc oui, ça fait partie, on va dire que c'est assez humain finalement. Après, est-ce que c'est grave ? Si on parle de cette fameuse culture du risque ou conscience du risque, oui, on a besoin de pouvoir en parler, même en temps de paix. Est-ce qu'on pourrait, enfin c'est une idée qui me vient comme ça, on parle souvent, et on va peut-être venir, parce que la notion de prévention, je sais que vous avez préparé quelques éléments là-dessus, mais j'étais en train de me dire, est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, un maire peut très bien faire de la sensibilisation dans les écoles, auprès des parents, est-ce qu'il peut y avoir là des manières aussi peut-être d'intéresser, parce que c'est ça la question, les gens à ces sujets-là? Complètement, oui. C'est vrai que la question de travailler avec les écoles, certains le font déjà, ça c'est intéressant. Et il y a sûrement beaucoup de choses à développer, oui. Voilà. Je n'irai pas plus loin là-dessus parce qu'il y a des choses qui sont réfléchies actuellement. Peut-être je vous lève cette question et puis on va avancer parce que le temps passe. Merci vraiment pour vos questions et n'hésitez pas à continuer. Alors, de nouveau, Sophie Bocquier, merci. Selon le sociologue Jocelyn Rode, je ne sais pas si vous le connaissez, Sophie nous dit « Renforcer la communication sur les risques n'est généralement pas utile pour modifier des comportements. » Elle dit, dans le domaine de la santé en tout cas, par exemple, l'amélioration de la communication et de la diffusion de connaissances n'a pas abouti à une intention plus importante de se faire vacciner. Comment alors provoquer des changements de comportement? Parce que là, on passe finalement à une autre étape, c'est l'information, c'est une chose, mais comment elle va générer du changement de comportement? Alors c'est vrai que ça c'est un autre élément très complexe. Non seulement, effectivement, c'est pas parce qu'on va multiplier l'information que l'on va réussir à faire changer des comportements. Mais on sait que le fait de parler plus d'un risque en particulier, ça va augmenter quand même la prise de conscience autour de ce risque-là. On sait aussi que, par exemple, même le seul fait d'avoir la connaissance ou d'avoir même l'intention de mettre en œuvre un comportement, c'est corrélé, mais c'est pas non plus corrélé à 100% avec la mise en œuvre effective du comportement. Il suffit de regarder, donc elle parle de la santé, mais il y a beaucoup d'études qui ont été faites même dans les années 70-80 en psychologie sociale autour du tabagisme. Les personnes savent que c'est mauvais pour la santé, ça peut générer des cancers. En général, les fumeurs savent ça. Aujourd'hui, c'est écrit sur les paquets de cigarettes avec des images atroces. Et pourtant, on continue d'acheter des cigarettes, de fumer. Et même si on se dit, je sais que c'est pas bon pour ma santé, je sais que pour mon entourage, c'est pas bon, j'ai envie d'arrêter, j'ai l'intention d'arrêter, et bien les gens continuent de fumer. Alors vous allez dire, oui, c'est parce qu'il y a une addiction, etc. Non, c'est pas seulement ça, c'est d'autres éléments qui font que c'est compliqué de passer de l'intention à l'action. C'est compliqué de passer de la connaissance à l'intention. Et donc, il y a effectivement des choses sur lesquelles, là,
il y a des difficultés, effectivement, qu'on n'a pas complètement dépassées. Enfin, Et pour autant, et peut-être ça fera faire la transition, ça n'empêche pas d'en parler. C'est-à-dire que finalement, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est un processus au long cours et que peut-être, comme on dit souvent en pédagogie, la redondance, effectivement, a des effets. Donc, est-ce que ça veut dire, peut-être pour répondre à Sophie, soyons modestes, n'attendons pas un changement immédiat de comportement, considérons, c'est ça, que dans le temps, les choses vont... Oui, et puis après, on peut peut-être réfléchir justement sur quels sont les comportements qui sont faciles à mettre en œuvre. Comment est-ce qu'on peut réfléchir à ça? Comme je parlais tout à l'heure du fait d'aller chercher ses enfants à l'école ou de modifier le fait de passer un coup de fil, envoyer un texto. Voilà, on est sur 2 niveaux de comportement différents. Et le fait de savoir un peu ce qu'il faut faire, de savoir que le risque existe. Là, je reprends l'exemple de cette image. La crue rapide, c'est très difficile de comprendre ce que c'est si on n'a pas vu une vidéo de crue rapide. Enfin, on voit en quelques secondes un cours d'eau qui est très, très petit passer à une cascade. Et ça, quand on voit ces vidéos-là, je montre aussi ça à mes étudiants, on se dit « Ah oui, d'accord, c'est ça ». Je commence à comprendre. Voilà. Là, je commence à comprendre qu'effectivement, même si j'ai l'impression qu'il ne se passe rien, il ne faut pas que je sorte de chez moi. Mais ça, ces images-là, voilà, peut-être que ça fait partie de l'information à diffuser. Cette information-là, elle a du sens. Ça va marquer l'esprit en se disant « Ah, ben maintenant, je sais à quoi… » Quand je vais entendre le terme crue rapide, je saurai à quoi ça correspond. Et ça n'a pas besoin d'être forcément d'ailleurs très technique. Non. Hein. Je crois qu'un des intervenants ce matin évoquait aussi cette idée. Il y a des tas de petits gestes, des tas de petites choses. Ouais. Avant d'aller vers de la complexité, il y a peut-être des petits trucs à faire. Quoi. Tout à fait. Et donc voilà, ça fait partie de ces questions-là. La mairie d'Orléans avait demandé au CEPRI de faire une formation pour ses agents qui habitaient en zone inondable. C'était il y a quelques années, autour de 2010, je ne sais plus exactement quelle date. Et on avait accompagné ça pour regarder l'efficacité de cette formation. Et dans cette formation, en fait, elle avait été centrée sur des actions. C'est-à-dire on demandait aux personnes de regarder justement des vidéos de l'eau qui monte dans la maison pour comprendre que quand l'eau monte, les prises électriques elles sont rapidement sous l'eau, que quand l'eau monte, on ne peut pas déplacer des meubles pour les mettre à l'étage parce que c'est un peu compliqué, que quand l'eau monte, quand il y a 20 cm d'eau, la voiture elle ne tient plus la route. Voilà, ce genre de choses. Donc mettre un peu en situation. Réfléchir aussi à qu'est-ce que je peux faire pour protéger les biens auxquels je tiens, anticiper, voilà, avoir en tête qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là, où est-ce que je peux me mettre à l'abri, parce que les personnes nous disaient quand on avait fait cette enquête, oui, je sais qu'il faut évacuer. Ok, mais vous évacuez où? Et là, ils commencent à réfléchir en se disant « Ah oui, alors parce qu'en fait, l'eau, elle peut arriver par là, mais elle peut aussi arriver… Si c'est une rupture de digue, ça arrivera de l'autre côté. » Et finalement, en fait, ils avaient la réponse, ils avaient appris qu'il fallait évacuer sur tel type d'alerte, mais ils n'avaient aucune idée de comment le faire. Et ça, c'est intéressant aussi de se dire, finalement, ça peut créer une forme d'angoisse de ne pas le savoir. Et puis, si peut-être on a réussi à informer, à communiquer. Et à donner des indicateurs de réponse. Des indicateurs, ça sera peut-être plus facile. C'est intéressant parce que Yerma Apora posait la question et on vient peut-être d'y répondre et puis on va avancer quand même rapidement. Mais c'est passionnant. Moi, je ne suis pas. Non, mais c'est intéressant. Finalement, comment convaincre les élus que l'information sur les risques n'est pas forcément anxiogène? Parce que, et en vous écoutant, finalement, si je dis faut évacuer, tant que je dis que ça, c'est anxiogène, ça peut être anxiogène. Mais si je dis comment, de manière très simple. Finalement, c'est un peu ça, on va réduire le degré d'anxiogénité, comme on dit. D'anxiété. D'anxiété, tout simplement, oui. C'est vrai que les maires, souvent, ont un peu cette appréhension de se dire « Ah non, on ne va surtout pas faire ça parce que ça va créer de l'anxiété. Ouais. » Et en fait, on se rend compte que pas tellement. De parler des risques, ça ne crée pas forcément du stress chez les habitants parce que justement, si on donne avec l'information les moyens d'agir, ça va. Ça ne crée pas forcément… On va relativiser. Puis on va dire aussi aux personnes, vous êtes capables de le faire. Et ça, c'est important. Et peut-être que vous aviez, je crois, quelques éléments de proposition à nous faire sur la logique de prévention, non? Pas trop? Je ne sais plus, du coup. Vous allez voir, après moi je sais parce que je suis… Vous avez ça sous les yeux? J'ai ça sous les yeux. Vous êtes mieux préparé que moi. Et vous évoquiez améliorer la prévention-protection. Vous évoquiez par exemple ce qu'on est en train d'évoquer, c'est-à-dire…
la résistance au comportement de protection, par exemple. Oui, et oui, c'est ça. C'est que si on est, si justement l'information elle est très générale en fait, eh bien, il peut y avoir une résistance à la préparation, au comportement de protection, parce qu'il peut y avoir, donc ce que j'ai noté sur cette diapo-là, effectivement, ce qu'on peut observer, une sous-estimation du risque. Alors même si, par exemple, je prends souvent le cas des inondations parce que c'est un domaine dans lequel on a pas mal travaillé, compte tenu de la région dans laquelle on est. Sur le risque inondation, par exemple, les personnes vous disent oui, je sais que, par exemple, la ville de Nîmes, c'est en zone inondable. Et puis, par contre, quand on leur dit est-ce que vous habitez, vous, en zone inondable? Non, ben non. Moi, ça va, ma maison, elle n'a jamais été inondée, je ne suis pas concernée. Donc, en fait, il y a cette idée du risque et ce qu'on a appelé le risque personnel perçu. En plus, voilà, l'idée de et moi, est-ce que je suis vulnérable par rapport à ce risque-là? Et comment faire prendre conscience que oui, on peut aussi être vulnérable, mon habitation peut être vulnérable, etc. Beaucoup parlent de déni du risque, je préfère parler d'incrédulité, avec cette idée-là aussi, parce que, par exemple, sur la crue rapide, les gens ne croient pas que ça peut arriver si vite. Et ils savent que c'est une zone inondable, ils savent qu'il y a un risque, puisque sinon ils n'iraient pas chercher leur voiture pour les mettre à l'abri. Mais par contre, il y a une forme d'incrédulité sur la dimension de ce risque, voire même sur la fréquence de ces risques-là, etc. Donc ça aussi, c'est des éléments sur lesquels on peut essayer de travailler. Je parlais tout à l'heure des aspects cognitifs, donc l'optimisme comparatif renvoie aussi à cette idée, se dire je suis toujours moins à risque que les autres. Je me perçois toujours moins à risque que les autres. Ah, c'est ça l'optimisme comparatif, d'accord. Quand je me compare aux autres, je suis plutôt optimiste. Me rassure, comme on dit. Voilà, j'ai toujours la sensation de prendre moins de risques, d'être moins concerné par les risques. Et ça, c'est, quel que soit le risque, on est assez souvent dans cet optimisme comparatif. Ça a été beaucoup montré par rapport au risque routier. Oui. Voilà, les conducteurs, on est toujours meilleurs conducteurs que les autres. C'est les autres qui conduisent mal, c'est pas nous. Donc, voilà. C'est ça. Oui. Et donc, nous, on prend moins de risques en conduisant. Et puis après, il y a des dispositions personnelles qui sont liées effectivement à l'expérience beaucoup antérieure. Puis, mais à d'autres éléments. Alors, j'en ai mis quelques-uns ici. L'attachement au lieu. Si je suis très attachée à mon lieu de vie, alors qu'est-ce qui va se passer? En fonction du type de risque, là aussi, il y a des comportements très différents. Dans certains cas, le fait d'être attaché au risque va aider à la prise de, être attaché au lieu, va aider à prendre conscience des risques et à dire ok, je sais que j'habite dans un inondable, par exemple, donc je sais que je dois me protéger, je dois protéger ma maison. Ça, c'est parce que j'ai la capacité d'agir. Par rapport à d'autres types de risques, je ne vais pas avoir vraiment la capacité d'agir. Par exemple, le risque de submersion marine. Ou en Bretagne, donc j'ai une collègue, Elisabeth Guillou, qui travaille pas mal là-dessus aussi, et elle a observé complètement l'inverse, c'est-à-dire des gens qui ont acheté une maison en bord de falaise, et en fait, qui savent que d'ici quelques années, cette maison, elle va disparaître, en fait, avec l'érosion, etc. Et là, pour le coup, ils sont plutôt dans le fait de dire, non, ça n'existe pas, voilà, cette incrédulité dont je parlais tout à l'heure. Donc en fait, parce que là, il n'y a pas de capacité d'agir. Je ne peux pas empêcher l'érosion, je ne peux pas empêcher la submersion marine, et je ne peux pas protéger vraiment mon habitation par rapport à ça. La seule chose à faire, ce serait de déménager, et ça, ce n'est pas un comportement qui est acceptable pour ces populations. Donc l'attachement au lieu, dans certains cas, encore une fois, s'il peut s'accompagner d'une capacité d'action, ça va être plutôt positif. Et au contraire, si on est démuni face au risque, ça va être plutôt quelque chose de négatif par rapport au comportement à mettre en œuvre. Je vous entends parler, vous prenez un exemple en Bretagne, vous avez pris un exemple à Nîmes. Est-ce que le processus de contextualisation, vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure, est quelque chose d'important? Enfin, je repense à des expériences où, même si le risque n'existe pas, par exemple, c'est peut-être bien d'aller visiter le lieu, etc., pour comprendre. Est-ce que ça pourrait être effectivement une manière finalement... Voilà, d'avoir une connaissance du risque, de ses impacts. Ah ben complètement, oui. De l'importance, je parlais tout à l'heure de territorialisation, oui. Parce qu'effectivement, il y a certains risques qui sont très territorialisés. J'ai beaucoup parlé des inondations. Effectivement, les crues rapides ou les inondations de plaine, c'est très différent. Et ce n'est pas les mêmes actions non plus à mettre en œuvre. Béatrice Gisclard, dont j'évoquais les travaux tout à l'heure, a travaillé beaucoup sur le milieu rural,
parce qu'elle s'est rendue compte que c'était aussi un milieu assez délaissé par rapport à ces questions de culture du risque, entre guillemets, et avec l'idée que les maires des communes rurales, ils sont peut-être plus démunis que dans les grosses communes où ils vont être mieux accompagnés avec des services vraiment de gestion de crise, etc. Et donc dans les petites communes, il n'y a pas ça. Et comment est-ce qu'on fait? Et donc là aussi, l'avantage par rapport à ça, c'est qu'au contraire, il y a plus de proximité avec les habitants, donc il faut s'appuyer sur cette proximité. Donc là aussi, le rural-urbain a aussi de l'importance. Voilà, il y a pas mal de choses, effectivement. Qui peuvent être travaillées donc, dans ce domaine-là. J'ai encore 2 questions et peut-être on se donnera, je vous laisserai 2 ou 3 minutes pour dire finalement de la place qu'est la vôtre à travers toute votre expérience. C'est quoi les 2 ou 3 messages qu'on pourrait retenir de cet échange qui est déjà très très riche. Mais j'ai encore 2 questions. Grégory Lefrançois nous dit, pour revenir au comportement, ne pas aller chercher, alors c'est intéressant, vous voyez, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ne pas aller chercher vos enfants à l'école, quels sont les facteurs de réussite pour y arriver? Vous voyez, pour passer de l'intention à l'action, parce qu'on peut avoir profondément le sentiment que ce geste est naturel et fondé. Ouais. Et oui, c'est la confiance peut-être, arriver à instaurer une relation de confiance. Après, il faut voir aussi comment le message est passé. Aux parents, par exemple, moi, quand je vais parler de ma vie, mais quand mon fils était à l'école primaire, le directeur de l'école nous a dit clairement en début d'année, bon, voilà les risques. Donc, je pense qu'il était obligé de le faire, de nous parler des risques, parce que ça n'avait pas l'air de l'intéresser beaucoup. Et c'était la consigne est de ne pas aller venir chercher les enfants à l'école, mais bon, si vous venez les chercher, on ne va pas se battre, on vous les rendra. D'accord. Vous voyez, c'est comment est-ce qu'on fait passer le message? Là, moi, quand on dit ça, tout le monde va venir chercher son gamin à l'école. Voilà, c'est ça, c'est notre propre compréhension d'ailleurs de la consigne qui nous est donnée. Ok, écoutez, il nous reste, là on a encore une 2 questions, mais il nous reste 3 minutes à peu près. Si on devait résumer finalement de la place qu'est la vôtre par rapport aux travaux que vous avez faits, et sur cette question de l'humain, une réalité oubliée, quelles seraient les 2 ou 3 suggestions, préconisations que vous faites aux acteurs qui vont être eux ceux qui proposent l'information, etc. Alors je sais que c'est un exercice un peu compliqué, mais vous voyez, 2 ou 3 peut-être, je n'allais pas dire ficelles, mais des choses très peut-être simples qui peuvent nous aider. C'est essayer de comprendre, mieux comprendre la population. Donc, c'est pareil, je vous ai parlé d'une étude qu'on a faite en 2005 à Orléans. Ça fait des années qu'on réfléchit là-dessus, on a déjà fait des propositions, on a l'impression qu'elles ne sont toujours pas prises en compte. Donc ça, c'est un peu embêtant quand même. Et essayer d'adapter son langage à celui des populations, essayer de prendre en compte la diversité des populations aussi, et se dire qu'il n'y a pas une bonne réponse. Parce que finalement, vous voyez, quand on a une réglementation qui dit bon, il faut que chaque commune ait son DICRIM, ok, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on va adapter ça, qui n'est pas forcément une mauvaise idée, mais comment est-ce qu'on l'adapte à la réalité de son terrain, à la réalité de sa population, pour que ce soit pris en compte, pour que ce soit compris, etc. Donc c'est vraiment être plus dans l'interaction, ne pas être que dans quelque chose de descendant. Ce n'est pas l'État qui va aller vers les maires, qui vont aller vers la population, mais c'est aussi prendre en compte cette information ascendante. Comment les citoyens savent plein de choses. D'ailleurs, certains l'ont compris. Si je prends, par exemple, l'exemple de l'association Visov qui travaille sur les réseaux sociaux, ça part du bas, ça part pas de l'État. Donc, on est vraiment sur cette forme ascendante qui permet de faire des choses et qui est hyper efficace. Donc, c'est peut-être le seul, on va dire, l'élément clé, le fil rouge, c'est peut-être ça. Mais est-ce que ça veut dire, alors je pousse un peu loin, parce que finalement le DICRIM c'est un ensemble de préconisations, c'est très structuré, très organisé. Est-ce que je peux le réécrire, le DICRIM? Oui, ce que je veux dire dans le sens, parce que ça pourrait être cohérent avec ce qu'on a évoqué avant. Oui, complètement. D'accord. Pourquoi pas en faire autre chose, en faire un film plutôt qu'un élément, qu'un dossier. Pourquoi pas faire autre chose pour que ce soit plus adapté. Aujourd'hui, ça dépend à qui on veut s'adresser. Si je veux m'adresser aux jeunes, il faut peut-être faire quelque chose sur TikTok plutôt qu'un DICRIM que je vais distribuer dans les boîtes aux lettres. Donc voilà, après, moi la seule fois où j'ai eu accès à un DICRIM sans avoir besoin d'aller le chercher, c'était dans la salle d'attente d'un médecin.
D'accord, voilà. c'est là, oui, ça. Peut-être ah oui, c'est intéressant. Le mettre à des endroits où on ne l'attend pas, Ouais, finalement. Et donc là, on attend. Alors maintenant, tout le monde attend en regardant son téléphone portable, mais quelques personnes continuent à regarder les revues qui sont présentes et pourquoi pas avoir ça dans une salle d'attente. Voilà, ça fait C'est-à-dire, partie. finalement, dans les lieux du quotidien Ouais. des citoyens, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, dans une grande surface ou des choses comme Mhm. ça, et non pas dans des choses presque un peu C'est institutionnalisées, ça. Ouais. effectivement. Sortir, revenir dans le quotidien des habitants, c'est ça qui manque, c'est-à-dire que effectivement le risque, on peut le mettre dans le quotidien sans en faire quelque chose d'anxiogène. Peut-être ça qu'il faut essayer de faire. D'accord. Il y avait un autre élément, enfin, peut-être sur lequel il faut revenir un petit peu en termes de synthèse, et puis j'aurai peut-être une dernière question à vous poser. Citoyen-acteur. Oui. Peut-être c'est intéressant parce que vous ça. avez évoqué ça. On a évoqué C'est ce que j'ai évoqué avec les travaux de Béatrice, et c'était vraiment cette idée qu'on peut s'appuyer sur les connaissances des citoyens, sur leur capacité d'action, et donc il faut les connaître pour pouvoir les rendre acteurs et pour pouvoir s'appuyer sur ça pour faire quelque chose d'efficace. Vous évoquiez l'exemple de la ville d'Orléans. Vous avez peut-être un ou deux exemples dès que vous avez connu d'une collectivité ou d'une mairie qui a fait, vous vous êtes dit, tiens, ça c'est pas mal comme idée de ce qu'il a fait? Ouais, il y a plein de choses en fait, mais c'est vrai que ça, du coup, ça reste très localisé. Alors, il y a des choses qui se font dans les Antilles Oui. par rapport au risque sismique, le fait de faire des journées sismiques qui sont où les personnes vont pouvoir essayer des tables sismiques, savoir qu'est-ce que ça fait un tremblement de terre. Ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant parce que du coup, il y a le côté ludique et en même temps, on parle du risque, on va parler de ça. Donc voilà, par exemple, une action qui se fait sur la place publique et que les personnes vont aller voir parce qu'il y a un truc marrant à faire. C'est intéressant ce que vous évoquez parce que finalement, on peut peut-être avoir la tendance naturelle de se dire n'en parlons pas, ne posons pas. Souvent, on se dit ne posons pas le problème tant qu'il n'existe pas. Alors que là, finalement, pour revenir à la notion de culture du risque, peut-être ces exercices de simulation, s'ils ont des fonctions ludiques, vous nous dites que c'est peut-être une façon d'entretenir une culture du risque. Complètement. Comme le fait de dire, au lieu de faire un 10 crimes, si je suis dans une... Enfin, au lieu de faire, ou peut-être pour l'accompagner, ou pour le faire autrement, je mets une vidéo de crue rapide sur le site de la mairie. Et quand on avait travaillé autour d'Orléans, on avait travaillé avec des villages qui étaient en zone inondable. Et ça m'avait marqué à l'époque, parce qu'il y avait deux villages. Un qui avait fait son 10 crimes, et qui était hyper carré sur la réglementation, et c'est tout. Et l'autre qui n'avait pas fait son 10 crimes, mais qui, quand on a regardé le site web du village, il y avait des vieilles images du village inondé. Dans les rues, il y avait souvent sur les panneaux d'information, voilà, des questions autour de l'inondation. L'eau était très présente quand on a interrogé les personnes. Ils parlaient tous de l'eau, de la présence de l'eau, c'était important dans leur quotidien, etc. Alors que dans l'autre ville du village, ce n'était pas du tout le cas. Et on a bien vu le décalage entre, d'un côté, on a une information institutionnelle pas du tout appropriée, et les habitants, du coup, n'en parlent pas non plus. Et de l'autre côté, ça fait partie de la vie dans ce village. On en a fait quelque chose qui faisait partie du patrimoine presque. Et l'inondation, c'est pas tabou, on en parle, et finalement, tout le monde est un peu au courant de ce qui pourrait se passer. Intéressant, merci, ça fait le lien avec cette dernière question. Je ne savais pas trop comment j'allais la placer, mais elle y répond peut-être. Marc Bayard qui nous dit « La prise de conscience du risque pour adopter des comportements plus adaptés, c'est bien, mais comment éviter de provoquer le rejet systématique de l'activité qui en est à l'origine ?» En parlant finalement et en l'expliquant, peut-être sans la dramatiser, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors là, il fait peut-être référence, cette question fait peut-être référence, l'activité qui en est à l'origine, peut-être plus à du risque technologique. Oui, sans doute, je ne sais pas, ouais, je sais pas où est Et Marc, du coup, la question du bénéfice vient aussi. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que si on est... Alors c'est vrai que c'est peut-être plus difficile parce qu'il y a une responsabilité. Il y a cette notion de responsabilité. Quand on est dans le risque naturel, elle est moins présente. Voilà. Tout à l'heure, je disais, est-ce que c'est la catastrophe, c'est l'eau qui tombe ? Là, la catastrophe sur un risque technologique, c'est la responsabilité de l'industriel. Donc il y a peut-être ça aussi, il y a sûrement ça aussi à prendre en compte. Mais il y a aussi le fait que, en général, les habitants autour d'une industrie ou d'une centrale nucléaire, beaucoup vont travailler
dans cette industrie, beaucoup vont travailler dans cette centrale nucléaire. Donc il y a aussi un bénéfice pour eux. Voilà. Et donc d'accord, il y a une notion. D'accord. Ouais. Mais en même temps, alors c'est intéressant, ça sera sans doute ma dernière question. Est-ce que ça veut dire dans ce cas-là, parce qu'on a beaucoup parlé de l'habitant, mais là effectivement, là vous évoquez une autre dimension, c'est-à-dire tous les apports que peut avoir l'activité industrielle pour la vie, j'allais dire la qualité de vie, pourquoi pas d'ailleurs, à d'autres niveaux. Est-ce que ça veut dire qu'il faut dire aux industriels, n'ayez pas peur d'ouvrir vos portes? Est-ce qu'il faut travailler en interne? Parce que je me dis peut-être que les salariés peuvent être aussi des véhicules anxiogènes. Tout à fait. Ou pas. Ou pas. Oui. Ou pas. Mais ils le font déjà, enfin, pas tous, mais certains industriels le font, ont compris que, justement, tout à l'heure, quelqu'un dans les questions a évoqué des journées de la sécurité. Oui. Voilà. C'est plutôt, voilà, et ce n'est pas des journées du risque, c'est des journées de la sécurité. Ça, certains industriels le font, certains le font, donc ça veut dire que c'est possible, qu'on peut en parler, parce que justement, peut-être que ce qui crée du stress, c'est de ne pas savoir. Je parlais de l'incertitude tout à l'heure. Et donc, essayer d'éviter cette incertitude, ça peut être important. Et donc, quand vous disiez les personnes qui travaillent peuvent être un facteur d'anxiété, mais ça peut être aussi l'inverse. Et c'est pour ça que, par exemple, la mairie d'Orléans avait voulu former ses agents à la question du risque inondation, parce que derrière, il y avait aussi l'idée que les agents puissent être vecteurs d'information autour d'eux pour savoir expliquer qu'est-ce que c'est que ce risque, comment est-ce qu'on s'en protège, qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. Il y avait vraiment cette idée que ça fasse boule de neige, que les agents puissent eux-mêmes être vecteurs d'information autour de leurs proches. Des ambassadeurs de l'information. Tout à fait. Avec peut-être encore un dernier élément, puis je promets, on a encore une minute, il y a à la fois finalement, dans ce que vous dites, j'entends un moment où on va peut-être faire un temps fort, une journée de la sécurité, mais j'entendais aussi quand même, il me semblait que c'était un élément très important, entretenir une réflexion permanente, enfin permanente peut-être pas tous les jours, mais entretenir quelque chose qui fasse que finalement, cette question-là fasse partie d'un quotidien accepté, c'est ça? Oui, c'est ça. Après, effectivement, pas permanent non plus, mais en tout cas que ça soit présent, suffisamment présent pour qu'on puisse en tenir compte. Voilà. Merci Karine Weil, c'était passionnant, enfin de mon point de vue, j'espère que ça l'était aussi pour vous, ce travail d'information. Alors, c'est bien parce qu'on va le continuer. Tout après, on a rendez-vous dans une dizaine de minutes autour d'un deuxième thème qui s'appelle information, concertation. Les outils réglementaires, on les a un peu évoqués, vous avez parlé du DICRIM par exemple, sont-ils condamnés à l'inefficacité? Et on va essayer de croiser les regards effectivement entre à la fois des acteurs qui travaillent sur ces documents. Je crois que quelqu'un l'avait évoqué dans les questions qui étaient posées, c'est Anita Villers qui nous dit que les associations locales peuvent être aussi un relais d'information et on va voir tout à l'heure qu'effectivement un certain nombre d'associations se mobilisent avec des initiatives tout à fait intéressantes pour créer finalement cette relation entre le risque et celui qui peut en être, entre guillemets, la victime ou qui peut être concerné par ce risque. Merci à vous, Karine. Merci à vous. Et on se retrouve, si vous voulez bien, très précisément à 11h20 pour cette deuxième table ronde.